suiviez ou non la politique en Israël, que vous vous sentiez Rab Bibi ou plutôt Rabin Forever, il y a fort à parier que vous n'ayez aucune idée de ce que vos hommes politiques préférés ou détestés chantonnent parfois sous la douche, de ce qu'ils écoutent le volume à fond dans leurs AirPods, ni d'ailleurs d'imaginer que pour certains d'entre eux, la musique ne fait pas que s'écouter. Elle se joue, elle se chante, elle se danse même parfois, et ils ne sont pas rares ceux qui s'oublient, tels Justin Timberlake, en déhanchant leur corps meurtri par les assauts répétés et quotidiens de leur vie tumultueuse. La musique adoucit-elle les mœurs de nos dirigeants ? Pour le savoir, j'ai décidé d'entrer dans la vie intime des grands noms de la scène politique israélienne, de chercher à capter leur sensibilité pour découvrir les hommes et les femmes qui se cachent derrière des visages publics bien souvent froids et inaccessibles. Et puisqu'il faut un commencement, dans cette première partie, j'ai décidé de m'en remettre à ceux que l'on nomme les pères fondateurs, ceux qui ont dessiné les traits de caractère d'un pays à peine sorti de sa puberté. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce moment incroyable, celui de la venue de Ray Charles en Israël en 1973 pour sa tournée Soul of the Holy Land et de sa rencontre avec David Ben Gurion, alors âgé d'à peine 87 ans. Celle-ci s'est passée au kibbutz Yavnel en Galilée. Les deux hommes ont à cet instant l'occasion de passer quelques heures ensemble, ce qui permettra d'immortaliser l'un des plus beaux moments de l'histoire musicale de ce pays. D'ailleurs, Ray Charles aura ces mots intenses à Jérusalem. Même si je ne suis pas juif, Israël est l'une des rares causes que je me sens heureux de soutenir. Les Noirs et les Juifs sont liés par une histoire commune de persécution. Si quelqu'un, en plus d'un Noir, est légitime à chanter le blues, ce sera un Juif. Nous savons tous les deux ce que c'est d'être le tabouret de quelqu'un d'autre. Et comme derrière chaque grand homme se cache une grande femme, je ne peux m'empêcher d'évoquer cet instant magique, en 1978. Imaginez, à ma droite Golda Meir, Premier ministre en poste, à ma gauche en duplex, Barbara Streisand qui lui chante la Tikva, l'hymne national israélien. Cet instant a existé pour de vrai, il a eu lieu à la télé américaine devant des millions de téléspectateurs et on célébrait alors les 30 ans d'Israël. Grand moment de télé de Golda d'ailleurs, impossible de passer sous silence celui-ci, quasi inédit et qui aurait pu rester au fond des tiroirs de bobines poussiéreuses. Et pourtant, la légende dit qu'il s'agirait du dernier interview de Golda Meir. La fin de l'entretien n'avait pas vocation à être diffusée à la télé, mais à l'époque, la caméra a continué de tourner. Regardez plutôt la réaction de Golda lorsque le présentateur l'interroge sur son sentiment face à la victoire d'Israël pour la première fois à l'Eurovision. Ce festival est à Paris. Ce concours... Le présentateur demande si elle a regardé l'émission. Oui. Puis il évoque la victoire du pays. Oui, super. Il n'y a pas que nous qui avons fait un show à l'américaine. Tout le monde, la même chose. Tout le monde, la même chose. Des Américains. Yaakov Achimeir la relance à nouveau sur la victoire d'Israël et veut savoir si Golda est heureuse de ce succès. Pourquoi devrais-je gâcher le bonheur des autres ?
Et puis, en parlant des grands d'Israël, comment ne pas évoquer Yitzhak Rabin? C'est d'ailleurs ce qu'a fait un jour Ronen Hoffman, ancien membre de la Knesset, de Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, et surtout assistant personnel de Rabin pendant son deuxième mandat de Premier ministre, qui confiait que celui-ci aimait beaucoup chanter, et notamment les chansons israéliennes, celles relatives à la terre d'Israël, celles chantées dans le Palmar. Rabin organisait d'ailleurs régulièrement chez lui des soirées de chant et de poésie, mais étrangement, l'homme public, chez lui et devant ses proches, était bloqué par sa timidité naturelle qui l'empêchait de se lâcher et de chanter, notamment parce qu'il considérait qu'il chantait faux. Concernant ses goûts musicaux, Naomi Shemer, issue de la génération fondatrice, était l'un de ses repères. Hoffman confie aussi que Rabin aimait beaucoup la chorale de l'Armée rouge et qu'il s'est rendu avec lui à un de leurs spectacles lors d'une tournée en Israël. Niv Lanier, qui a été conseiller et porte-parole de Rabin pendant ses années de ministre de la Défense et plus tard au cours de son deuxième mandat de Premier ministre, témoigne quant à lui que Rabin, à chaque fois qu'il visitait New York, ne ratait pas l'occasion d'assister aux représentations du Harlem Ballet dont il parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Shimon Peres, l'éternel second jusqu'à ce qu'il devienne le premier. Ce qu'on sait moins sur l'homme, c'est que Shimon était aussi un poète, un auteur et un compositeur. Certaines de ses chansons ont été composées et enregistrées par des artistes illustres. Par exemple, en 2009, alors qu'il était président depuis 2 ans, le musicien Kobi a compilé 12 de ses chansons et les a enregistrées sur un disque. L'album, intitulé « Prière sur la route », n'a pas été vendu dans les stores mais est passé de nombreuses fois dans plusieurs stations de radio. La plupart des poèmes de Peres ont abordé des questions de société. Ici, par exemple, la chanson Beta Israël, interprétée dans le cadre du Idan Rachel Project au Hangar 11 de Tel Aviv en 2015. Écrite en 2012, Peres a dédié cette chanson aux immigrés éthiopiens. Il y décrit la beauté des filles et les difficultés auxquelles les membres de la communauté ont dû faire face en se rendant en Israël. En bref, les plus grands chanteurs israéliens ont interprété des chansons dont les paroles ont été écrites par Shimon Peres lui-même. Harel Skat, Sarit Haddad ou encore Nina Tayeb, pour ne citer que. C'est ici que se termine ce premier épisode. La prochaine fois, nous parlerons de ceux qui constituent l'âme actuelle de ce pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.